Bonjour à tous, je reviens en ce dimanche 28 septembre pour un vieille pépite de ma bibliothèque. En fait, je me rends compte que c'est la troisième fois que je fais ce genre de vidéo qui est complètement sortie de... que j'ai complètement inventé et qui me permet de revisiter les bouquins qui sont nichés dans ma bibliothèque depuis plusieurs années et qui m'avaient occasionné des coups de cœur. Et c'est un vrai délice pour moi de les ressortir, de me replonger dedans et aussi de partager ces coups de cœur, puisque ça peut aussi vous donner quelques envies de lecture. Donc je pense que je vais l'instaurer chaque mois. Et là, pour ce mois de septembre, j'ai ressorti deux romans qui m'avaient... Enfin, que j'avais adoré lire, des romans que j'arrivais pas à lâcher au moment de la lecture. Donc des pépites que j'ai lues il y a une bonne dizaine d'années. Et dont je vais parler aujourd'hui. Et je vais commencer tout de suite par Le chagrin... Oula, l'éclairage, voilà. Le chagrin et la grâce de Wally Lamb. Wally Lamb, c'est un auteur américain qui maintenant a plus de 70 ans, qui écrit toujours et qui est toujours professeur d'écriture créative dans une université dans le coin des États-Unis où il habite, dans le Connecticut. Alors, Le chagrin et la grâce, c'est un gros pavé de plus de 800 pages que j'avais dévoré il y a plus de 15 ans, puisque ce roman était paru en 2008, traduit en France, paru en France en 2010. J'avais dû le lire, j'avais dû le lire vers 2011, donc ça fait un petit paquet d'années. Le chagrin et la grâce, c'est une très grande fresque familiale sur 4 ou 5 générations. Une fresque à la fois familiale mais aussi historique, qui va nous emporter dans l'histoire contemporaine des États-Unis. En fait, Wally Lamb, il nous raconte l'histoire d'un couple, plus principalement de Kaelum, qui est l'homme dans ce couple, et sa femme Maureen. On est à la fin des années 90 et Kaelum, il est prof de lettres, Maureen, elle est infirmière. Tous les deux adorent leur métier. Ils sont très proches, ils sont très investis dans leur boulot, ils sont très proches de leurs étudiants, de leurs patients. Ce sont deux personnes très humaines. C'est un couple très heureux, bien qu'on sente dès le début que Kaelum, il est plutôt tourmenté, assez nerveux. En tout cas, il semble contenir pas mal de trucs enfouis en lui et peut-être aussi un peu de rage. En avril 99, Maureen va se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. En fait, elle se trouve au lycée de Columbine et elle va échapper de justesse au massacre. Elle se retrouve cachée dans un placard en entendant tout ce qui se passe et bien entendu, elle va développer un stress post-traumatique très invalidant, qui va bouleverser toute la vie du couple et qui va les faire puiser dans toutes leurs ressources pour s'adapter et tenter de surmonter cette épreuve. Alors, Kaelum, bien évidemment, il soutient le plus possible sa femme et il décide de partir quelque temps. Et le couple va s'installer à la campagne, dans le Connecticut, dans la ferme familiale où Kaelum a grandi dans des conditions très difficiles, auprès d'un père alcoolique qui a servi dans l'armée américaine, et donc un père qui est revenu absolument traumatisé de la guerre de Corée. Le couple s'installe dans cette ferme, dans cette vieille maison, où Maureen commence à pouvoir s'apaiser. Ses flashbacks et ses terreurs commencent à s'espacer et ça laisse entrevoir un possible retour à la vie normale. Jusqu'à ce que les habitants de la ferme voisine, très spéciaux, des rescapés du cyclone Katrina, des gens très spéciaux, on peut même dire un peu dérangés, viennent perturber leur vie paisible et tout faire éclater, notamment pour Maureen.
Mais ça ne s'arrête pas là. Kellum va également explorer cette vieille maison familiale où il retourne il ne va pas souvent, mais là il s'y pose pour une longue période. Donc il va fouiner un petit peu, il va découvrir des lettres d'une de ses aïeules et découvrir en fait qu'elle était une abolitionniste militante. Il va aussi découvrir les journaux intimes de son arrière-grand-mère et découvrir qu'en fait c'était elle et son histoire particulière qui fait qu'elle avait fondé la prison pour femmes du comté. Donc il va faire pas mal de découvertes sur sa propre famille et puis il va également tomber sur pas mal de coupures de presse des années 60 relatives à la guerre de Corée et du coup il va mieux comprendre et du coup pouvoir mieux comprendre ce père alcoolique qui lui a rendu son enfance et son adolescence difficiles. Donc peu à peu, des souvenirs enfouis de son enfance vont remonter et peu à peu, il va mieux comprendre aussi tout ce qu'il y a en lui. Aussi, il va mieux identifier une certaine colère qui est en lui. Kellum va aussi beaucoup réfléchir et il va chercher en lui le plus de force possible pour essayer de sortir de cette spirale infernale de son passé déjà et aussi de la spirale infernale dans laquelle se trouve sa femme Maureen parce que elle a eu bien d'autres choses après cette tuerie de Columbine et elle n'est pas du tout épargnée par la vie. Alors, c'est une fresque très foisonnante, donc vous avez vu, il y a plein de thématiques, plein d'histoires. Ça nous embarque dans les secousses dramatiques de l'histoire des États-Unis. Et puis, tout ça mélangé à des destinées individuelles, ça donne à voir l'impact des drames de l'histoire sur les destins des hommes. Et puis il y a Kellum au milieu de tout ça, un personnage principal qui est absolument perdu dans tout ce labyrinthe, qui tente de mettre de l'ordre dans ce chaos, qui tente de sauver ce qu'il peut dans sa relation, dans lui-même, dans la santé mentale de sa femme. Il s'interroge beaucoup, il y a beaucoup de réflexions philosophiques, voire spirituelles sur le destin, sur la religion, des questions qui s'étaient jamais posées et aussi sur le sens des luttes et des renoncements. C'était absolument passionnant et en même temps pas du tout lourd. Il n'y a rien de théorique, c'est vraiment on suit ses pensées. Et pour faire écho à ce chaos du monde et de l'humanité, c'est un récit qui fait un peu écho à ce chaos parce qu'il est construit le récit comme un labyrinthe. On se perd, on réfléchit, on prend du recul et on conçoit la possibilité d'un ordre nouveau, d'un avenir qui pourrait être agréable. Bref, il y a du chaos, il y a une forme assez labyrinthique dans ce récit, mais en même temps, il y a de la lumière après toutes ces horreurs. On sent qu'il y a de la lumière possible et c'est ce qui fait que c'est un livre puissant et lumineux, malgré ces thématiques vraiment glauques. Alors, la construction, elle est faite effectivement comme un labyrinthe, mais elle est très bien faite. On ne se perd jamais bien longtemps. L'auteur, il nous ramène toujours à Kellum et à Maureen. Il mélange de façon vraiment fine les événements du passé, les questions du présent. Et puis son écriture, elle est très belle, elle est fluide, elle est précise, pleine de finesse et de sensibilité. C'était vraiment un régal au niveau de l'écriture. Voilà, ce roman, Le chagrin et la grâce, j'ai trouvé que c'était une histoire originale d'une famille sur plusieurs générations, une fresque romanesque, historique, familiale, vraiment très belle, très dense, qui nous épargne pas, hein. Il y a des gros dramas, vraiment une fresque comme peut nous en offrir assez souvent la littérature américaine, avec comme par exemple des auteurs comme Pat Conroy. Voilà, on est dans ce style de roman. C'est aussi l'histoire d'un homme qui est très affaibli, qui est embrouillé par l'horreur de son passé, par l'horreur de ce que vient de vivre sa femme, de ce qu'elle est en train de vivre. Il se bat contre les démons de son passé, contre les démons de la société contemporaine, contre ses propres démons. Il cherche à mieux se connaître, à mieux comprendre le sens de la vie dans une société qui est confrontée encore une fois au chaos. Il y a les tueries du lycée de Columbine, mais ça parle aussi du 11 septembre. Mais il voit aussi des choses qui se reconstruisent, ça avance, même si l'histoire un peu se répète. Voilà, un personnage qui se confronte à ses souffrances, à ses croyances, à ses contradictions. Et on le regarde tenter de garder le cap, malgré tout ce qui arrive à sa femme, malgré tout ce qui se passe dans son pays, malgré tout ce qui le hante depuis son enfance.
La question, c'est de savoir s'il va parvenir à se dépasser, à sortir d'une forme de fatalité qui pourrait s'installer très très facilement, à s'ouvrir. Enfin voilà, j'en dis pas plus. La plume de Wally Lamb, elle est absolument magnifique. J'avais adoré, je ne pouvais plus lâcher ce livre passionnant, tant sur le plan de la psychologie du personnage principal de Colum, que sur l'histoire des États-Unis, et aussi très intéressant du point de vue des blessures que l'histoire et les luttes dans l'histoire, les événements dramatiques et les luttes humaines, bah, les effets que ça laisse sur le psychisme au niveau des générations suivantes, c'était super intéressant. Quasiment aussitôt, je crois que j'avais lu un autre, je crois que c'était le tout premier, ça c'est pas son premier, le Chagrin et la Grâce, mais j'avais lu dans la foulée Le Chant de Dolores de Wally Lamb, et également Nous sommes l'eau, qui sont tout aussi excellents. Et là, il me reste La Puissance des Vaincus à lire, parce que je crois que ce sont les 4 ou 5 bouquins, les seuls bouquins qui sont traduits en France de l'auteur. Il faut que je me le procure, je sais que je me régalerai. Voilà, Le Chagrin et la Grâce de Wally Lamb, c'est vraiment de la très très grande littérature américaine comme j'aime, et je recommande vivement cet auteur. Alors un autre roman, une autre pépite qui est dans ma bibliothèque depuis plusieurs années, c'est Le Goût des pépins de pommes, très très joli titre je trouve, et très jolie couverture, de l'auteure allemande Katharina Agena. C'est un roman qui est également paru en 2008 en Allemagne, hop, faire de la place, et qui avait été traduit en 2010 en France. J'avais dû le lire à cette époque, voilà, vers 2010. Katharina Agena, c'est une écrivaine et professeure d'université allemande qui écrit toujours, je crois. Elle est maintenant âgée d'une soixantaine d'années, il me semble. C'est le seul roman que j'ai lu d'elle. D'ailleurs, j'ai repéré d'autres titres, je vais m'y pencher, je vais essayer de les trouver d'occasion. En tout cas, Le Goût des pépins de pommes, c'est également une saga familiale, mais plus soft. La narratrice, c'est Iris, et Iris, sa grand-mère vient de mourir, et elle revient dans la petite ville du nord de l'Allemagne où vivait sa grand-mère, et où elle a passé beaucoup de temps quand elle était enfant. J'ai plus la mémoire vive, je l'ai lu il y a très longtemps, mais je crois qu'elle a vécu là-bas quand elle était enfant, ado. C'est la fin de l'été, il fait très chaud, et donc elle accompagne sa mère et ses tantes à la lecture du testament de sa grand-mère. Et à sa grande surprise, Iris va découvrir qu'elle hérite de la maison de sa grand-mère. Alors au début, elle n'envisage pas du tout de garder la maison parce qu'elle vit à l'autre bout du pays, où elle a sa vie, je crois qu'elle a une vie de famille, elle est bibliothécaire, enfin voilà, elle a sa vie, sa famille, ses amis. Sa vie n'est plus dans cet endroit de l'Allemagne. Mais quand même, c'est l'été, donc elle va décider de rester un petit peu, prendre un petit peu de vacances pour profiter un peu de cette maison, qu'elle va se mettre à explorer dans chaque recoin. Et on va la suivre en train d'explorer cette maison, la suivre traverser les couloirs, dépoussiérer les meubles, les objets, se plonger dans la grande bibliothèque de sa grand-mère pour choisir un bouquin. On la suit ouvrir les malles et choisir, ouvrir les placards, les malles, et choisir des robes, essayer les robes les vieilles robes de sa grand-mère, les parfums de sa grand-mère. On se balade avec elle comme ça dans la maison, et puis aussi dans le grand jardin qu'entretenait sa grand-mère, un jardin qui est devenu un peu en friche, puisque sa grand-mère, elle n'habitait plus la maison avant de décéder. Je crois qu'elle avait une maladie d'Alzheimer. Donc la maison est un peu abandonnée, donc elle était placée, malheureusement, sa grand-mère. On la suit comme ça, explorer le jardin, goûter les pommes du verger. Elle se baigne dans la rivière. C'est très très sensitif, hein, ce récit. C'est ça que j'avais beaucoup aimé. On est avec elle, on lit à l'ombre des arbres. C'est une atmosphère, voilà, c'est très sensitif, très doux, avec une plume fine, très sensuelle, beaucoup de descriptions d'objets, beaucoup de descriptions de sensations que va vivre Iris dans cette maison. C'est une atmosphère que j'avais trouvée très douce, un peu mélancolique aussi, mais une douce mélancolie, et ça j'avais beaucoup aimé. Et dans ce petit espace-temps un peu inédit, eh bien Iris, elle va repenser avec tendresse avec sa grand-mère
à tout ce que sa grand-mère lui racontait. Elle repense aussi aux histoires de sa mère, de ses tantes, à ses amis d'enfance. Et puis peu à peu, tout va prendre sens pour elle. Elle va se rendre compte, en fait, elle a vécu des drames, que cette famille a vécu des drames sous des apparences de douceur, qu'en fait, elle se rend compte qu'il y a des personnes qui ont disparu bien trop tôt et de façon dramatique. Elle va se rendre compte aussi qu'il y a des petits secrets qu'elle a jamais percés, ou elle s'est jamais intéressée à ça, parce qu'elle était enfant, tout simplement. Et puis, tout ça fait qu'on va se plonger dans l'histoire de la famille, où il y a pas mal d'événements dramatiques, assez intéressants, et puis pas mal d'événements aussi qui sont mêlés à la triste histoire de ce pays, puisque certains de ses descendants, Aéris, elle se rend compte qu'ils ont pu être mêlés au nazisme. C'est un roman construit un peu comme un puzzle. On avance au gré des sensations d'Iris dans cette maison, dans la remontée de ses souvenirs, et on reconstitue peu à peu la grande tragédie familiale de ses aïeux, et aussi la tragédie qui est un peu un déni dans sa famille actuelle, que beaucoup de gens ont occulté. Et voilà, ça va faire un petit peu exploser l'histoire familiale toute douce que s'était forgée dans sa tête Iris, et c'était super intéressant. Alors, par rapport au roman précédent dont j'ai parlé, il y a c'est moins fort comme événement, c'est des petites choses très dramatiques, très importantes et dramatiques, mais c'est moins dense à ce niveau-là. Va y avoir, c'est un roman beaucoup plus doux, plus court aussi, puisqu'il fait même pas 300 pages. Il va également y avoir d'autres personnages dans cette histoire. Iris va croiser certains voisins, il y a certains liens qui vont se créer, il y a une petite romance qui se met en place que l'on devine. La fin était même prévisible, mais bon, ça m'a pas du tout déplu, moi qui n'aime pas la romance, parce que c'est vraiment l'atmosphère, un peu terroir, et puis la simplicité de la plume et la sensualité de la plume qui m'ont vraiment plu. J'ai aimé être dans cette vieille maison avec Iris, dans le jardin, dans le verger. Voilà, il y avait une petite douceur mélancolique, des objets retrouvés, des souvenirs associés. Ça en fait un roman que j'avais dévoré, un roman très tendre, nostalgique, très doux, avec aussi pas mal de petites touches rigolotes. Moi, j'avais beaucoup aimé. Voilà, c'est un très chouette roman sur le thème du souvenir et des secrets de famille. Et du coup, j'ai repéré qu'il y avait d'autres titres de cette... Enfin, il y a 2 autres titres de l'auteur Katarina Agena qui ont été traduits en France, notamment Le bruit de la lumière et L'envol du héron. Donc, je vais essayer de me les procurer d'occasion. Je me rends compte qu'en fait, à force de faire mes vieilles pépites, j'agrandis moi-même ma wishlist. Voilà, mais en tout cas, c'est un roman que je recommande. Je ne sais pas si vous connaissez cette auteure allemande, si vous avez lu ses autres bouquins. Je vous attends en commentaire pour en parler. Dites-moi si vous connaissez Katarina Agena, si vous connaissez l'auteur Wally Lamb. En tout cas, ce sont des auteurs que je vous recommande. Comme d'habitude, on échange en commentaire. J'ai hâte de savoir ce que vous lisez en ce moment, et puis aussi de savoir... quelles sont vos vieilles pépites de votre bibliothèque? Est-ce que vous avez comme ça des auteurs dont vous gardez des livres, dont vous gardez un super souvenir d'un moment de lecture où vous ne pouviez pas lâcher le bouquin, et aussitôt vous êtes procuré les autres titres de l'auteur, comme j'avais pu le faire avec Wally Lamb? Dites-moi tout, ça m'intéresse beaucoup. On échange en commentaire. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt.